du sport en général. C'est le football qui est en deuil. L'attaquant de Liverpool, Diego Jota, 28 ans, est mort ce jeudi dans un accident de la route survenu dans la province de Zamora en Espagne. Son frère André, 25 ans, est également mort dans l'accident suivi d'un incendie du véhicule accidenté. Après, on va parler de Ligue 1 guinéen, bilan de la saison sportive 2024-2025. On va parler des performances, des contre-performances, les surprises, l'organisation en général, les perspectives et surtout les leçons qu'on a tirées durant cette brillante saison 2024-2025. Après, on ira au Sénégal parler du Chan. La Guinée affronte le Sénégal en amical. L'équipe de coach Abedi est actuellement au Sénégal pour un match amical contre les Lionceaux. C'est riche, l'actualité sportive, que ce soit en Guinée, à l'international. Pour en parler, ils sont là. Mamadian Baldé, heureux de vous retrouver dans cette émission. Oui, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Kavi TV et sur Kavi FM. Alors de l'autre côté, on a aussi Souaibou Diakité. Souaibou Diakité, bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Alors, on va commencer cette émission par cette information. Vous le savez, le football est en deuil. L'international portugais, 49 sélections, 14 buts et attaquant de Liverpool, Diego Jota, a trouvé la mort dans la nuit du mercredi à jeudi dans un accident de voiture survenu à Palacios de Sanabria dans la province de Zamora, bien sûr en Espagne. Une information révélée par le quotidien Marca et confirmée dans la foulée par plusieurs médias portugais. Comment vous avez appris cette nouvelle sur Souaibou Diakité? Très triste, on a tous eu un réveil brutal ce matin en tombant sur cette triste nouvelle. La grosse perte d'un joueur, d'un monument du football, un joueur très très humble globalement, un attaquant de Liverpool qui a marqué son petit temps de passage, on va dire comme ça, parce qu'il a signé en 2020 chez les Reds de Liverpool. Il a réussi à remporter quand même la Première Ligue. Il n'était pas de la campagne où Liverpool remportait la Ligue des Champions, mais son dernier trophée majeur date de très très peu avec la Seleção portugaise en remportant la Ligue des Nations face à l'Espagne. J'ai envie de dire, on est tous tristes aujourd'hui d'avoir appris ce décès tragique, qui plus est avec son petit frère André Silva. Ah, surtout ça. Voilà, toute la famille est endeuillée aujourd'hui et tout le monde du football pleure un très grand joueur, une grosse perte. Et on ne peut qu'être triste d'avoir perdu ce joueur qui est Diogo Jota. Quand on parle d'un grand joueur, Ronaldo, Messi, Pelé, on parle des temps qui ont été exceptionnels, on parle du temps de prime et tout ça. Mais aujourd'hui, Jean, ce joueur, il est à son niveau, il est à son opposé. Oui, il est à son prime. D'abord, c'est une surprise, une véritable surprise. Les gens se sont réveillés et ont vu ces images circuler. Moi, au début, je me suis dit, je me suis même cru en avril, tellement que je ne croyais pas. On n'y croit pas, vous avez tout à fait raison. Parce que même moi, je n'ai pas cru à l'information. Au début, pas du tout. Il a fallu que je vois ça sur des sites beaucoup plus reconnus et que je vois des rest in peace partout et pour que je puisse croire à ça. Et puis, à un moment donné, je croyais que c'est moi qui n'avais pas bien lu, c'est sa femme ou son frère qui est décédé. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est Diogo Jota, un joueur qu'on a vu il n'y a même pas 2 semaines avec le Portugal. Mais c'est comme ça la vie, il était à son apogée. 28 ans, c'est un peu au moment de la maturité où on atteint l'apogée de la carrière et tout. Et lui, il était à ce niveau. En tout cas, il est connu avec Liverpool comme étant un super sub, très efficace. Quand il rentre, il marque. Mais avec le Portugal aussi, quand il rate, il marque. Il est très efficace. C'est un attaquant qui peut jouer à tous les 3 postes de devant. C'est une grosse perte pour sa famille d'abord, parce qu'il venait de se marier il y a juste 2 semaines, je crois, juste après la Ligue des Nations. 10 jours, alors juste quelques semaines, il laisse derrière lui 3 enfants et sa femme, une famille attristée globalement, et une famille Reds aussi, Liverpool, qui est effondrée, sans parler du Portugal aussi qui perd un très grand joueur. On parle du Portugal, on parle du sacre qu'il a connu il y a 2 semaines cela, mais beaucoup oublient qu'il vient de se marier officiellement il y a 2 semaines ou 3. On n'est pas encore d'accord si c'est 3 ou 2 semaines, mais en tout cas c'est entre 2 ou 3 semaines. Souaibou, c'est aussi quelque chose d'affligeant pour sa famille, pour sa femme qui attendait ça depuis très très longtemps.
C'est ce qui rend triste le décès de Diogo Jota. Au-delà de tout ce qu'il a pu apporter, par exemple, avec Liverpool, il gagne le premier titre majeur avec sa sélection, qui est le rêve de tout footballeur. Il se marie avec la maman de ses 3 enfants il y a juste 10 jours après 8 années de relation. Ça veut dire il était un petit peu dans l'euphorie de toute une réussite que peut avoir une personne. Parce qu'au-delà d'être un footballeur, c'est d'abord un humain, et il y a également tout ce fait autour de lui, se marier, remporter des titres. J'ai envie de dire, il n'avait même pas totalement fini de fêter tout ce qu'il arrivait comme bonheur ces derniers temps. Malheureusement, il perd la vie dans une situation en plus un petit peu tragique, dans un accident de véhicule où on a complètement du mal à raconter même le scénario ou la scène de l'accident. C'est complètement triste. Déjà, on est très très déçu également pour sa femme qui venait à peine de rentrer dans une véritable relation entre femmes, hommes, former toute une carrière de vie, élever les enfants, et c'est entre guillemets tout qui vient de s'effondrer autour. Il faudra être très fort pour se relever, et on ne peut qu'être triste, comme je l'ai dit, pour la mort de ce joueur, parce que au-delà de tout ce qu'il représente en dehors du terrain, sur le terrain, ça reste un très grand professionnel. Il a rarement eu des problèmes avec les équipes où il est passé. On a vu beaucoup d'hommages à son égard. Ça veut dire que c'était un très grand homme, tout ce qu'il représentait dans le monde du foot mondial. On se souvient de la publication de sa femme après le mariage, 2 jours. La publication était, je cite, j'ai vu ce que je voulais. Et Diogo Jota, le premier commentaire de cette publication, c'est moi qui ai eu de la chance pour dire qu'il était fou amoureux de sa femme. Oui, on sait. Et voilà pourquoi ça fait plus mal. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ce jour-là, il ne pouvait pas imaginer que 10 jours après, on s'est retrouvé dans cette situation. C'est malheureux, c'est difficile, en premier lieu pour sa femme et pour ses enfants qui n'ont pas grandi pour peut-être pouvoir encaisser tout cela et comprendre cette perte. Pour sa famille, et pour l'équipe pour laquelle il jouait et pour son pays, c'est une très grosse perte. Encore une fois, on parle aujourd'hui du décès d'un joueur, mais pas n'importe lequel. Il est champion d'Angleterre, il est vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal. C'est un joueur qui faisait partie de ce qu'on peut appeler des joueurs intermédiaires. Et qui n'abandonne jamais, non, pas tout. J'ai commencé par ça, j'ai dit c'était un super sub qui, véritable guerrier quand il rentre sur le terrain, on s'attend à ce qu'il soit décisif. Il pouvait commencer les matchs, mais quand il rentrait aussi, il était vraiment efficace. On parle tout de même d'un joueur qui a plus de 100 buts en carrière à 28 ans. Donc c'est beaucoup. Ça démontre de son efficacité sur le terrain. Et de tous les témoignages, ce qu'on peut ressortir globalement, c'est que c'était aussi un bon coéquipier. Tous les joueurs avec lesquels il a partagé le vestiaire ont écrit quelque chose par rapport à lui, pas seulement ce qui s'est passé sur le terrain, mais ce qui s'est passé ailleurs. Donc, ce qui veut dire que c'était un grand homme également. Il a tout à fait raison. C'est une mort qui fait très très mal au football en général, mais pour Liverpool et bien sûr pour son équipe, la Seleção, on peut le dire comme ça. Non, mais clairement, surtout pour Liverpool, quand on sait que Liverpool, c'est un club qui, depuis d'ailleurs le départ de Roberto Firmino, n'a pas réussi à avoir un véritable buteur attitré comme l'était Firmino, même si c'est Salah qui occupait beaucoup plus le front de l'attaque en termes d'efficacité. Mais Diogo Jota, dans un groupe, c'était un petit peu le soldat de cette formation, comme l'était Nacho à un moment donné du côté du Real Madrid. C'était l'homme à tout bien faire. On pouvait le mettre à gauche, à droite, dans l'axe, même derrière l'attaquant. On se souvient le recrutement de Darwin Núñez pour occuper ce poste après le départ de Firmino. On a vu la dernière saison de Jürgen Klopp, Jota s'était totalement imposé. Il a réussi à faire oublier un petit peu Roberto Firmino, même si la saison dernière avec Arne Slot, ça s'est pas totalement passé comme on l'aurait souhaité pour lui, parce qu'il a aussi contracté beaucoup de blessures, donc c'est qu'il a empêché de faire une saison pleine, mais ça n'a pas empêché, quand il était présent sur le terrain, il a toujours réussi à répondre présent. C'est un joueur qui n'a jamais triché. Il donne toujours tout, il donnait toujours tout sur le terrain, et aujourd'hui on imagine la perte que peut avoir Liverpool, parce que déjà ils étaient sur le point de se séparer
de Darwin Núñez. Donc Diogo Jota était encore reparti pour être l'attaquant numéro 1 de l'équipe, à moins qu'on recrutait un autre grand nom. Et ça veut dire que c'est déjà une triste nouvelle pour le monde du football, mais particulièrement pour Liverpool. Est-ce qu'on peut revoir la photo avec sa femme et les 3 enfants? On va partir avec la régie rapidement. C'était juste 3 semaines avant sa mort. On sent qu'il y a cet impact de Diogo Jota dans cette équipe du Portugal. Il suffit juste de voir les messages des joueurs. On va prendre celui de Ronaldo qui dit qu'il n'y a pas de sens à cette mort parce qu'il vient de se séparer avec Diogo Jota. Est-ce que ça va impacter le Portugal et le jeu que cette équipe a commencé à produire? Certainement, parce que vous savez, c'est les pieds qui jouent, mais c'est la tête aussi qui joue. Tous les joueurs sont affectés. Il y en a même certains qui sont aujourd'hui sous le choc, qui n'arrivent même pas à communiquer comme d'autres. Ils sont tous affectés. C'est au-delà de ce qu'on voit sur le terrain, et c'est un excellent joueur, il marque beaucoup de buts, mais humainement, dans le vestiaire, de par ce qu'on voit dans les écrits, les joueurs ressortent ce côté humain qu'il avait, cette bonne humeur qu'il pouvait apporter dans un vestiaire. Toutes les déclarations. Firmino a quitté il y a quelques années maintenant à Liverpool, mais son témoignage est vraiment ressort ce côté humain de Jota. Naby Keita, la même chose. Oui, ce qui veut dire que c'est un homme qui impacte au-delà du terrain. Tous ses coéquipiers, et ils vont espérer peut-être que ça ne les impacte pas de façon contenue, mais en tout cas pour Liverpool, ce qui va arriver très rapidement, il y aura certainement un impact, ça c'est sûr. Un impact maintenant, peut-être un déclencheur pour le Portugal, pour cette Coupe du Monde qui arrive derrière rapidement. Il reste 12 mois, il n'y a pas quelque chose qui presse, mais après on peut se dire dans la tête, on va jouer cette Coupe du Monde pour Diogo Jota. Non mais clairement, vous savez, c'est très important l'émotion également dans le football, donc ils vont forcément vouloir le faire pour lui rendre un dernier vibrant hommage à son honneur, peut-être remporter cette Coupe du Monde pour Diogo Jota, parce que on imagine que s'il était encore parmi eux, vivant, il serait présent dans ce groupe pour la Coupe du Monde. Malheureusement aujourd'hui, ça impacte plus le Portugal, mais j'ai envie de dire les clubs également dans lesquels il est passé avant même Liverpool. Je parlais du Sporting Braga, de Porto, c'est des clubs qui l'ont vu grandir et qui l'ont vu commencer sa carrière de football. On a vu tout ce qu'il a laissé derrière, parce que là il n'était pas encore totalement véritable homme mature. Ça démontre déjà toute la personnalité qu'avait ce joueur-là, et c'est très triste pour le football en général, mais beaucoup plus encore une fois pour les Portugais, parce que ça reste sa demeure habituelle, son pays, donc c'est très triste quand on perd un compatriote, et on imagine quand même que les Portugais voudront se battre pour lui lors de la prochaine Coupe du Monde. Vous êtes d'accord avec Chouaibou Diakité? Oui, ça peut être une source de motivation, une équipe qui va tout faire, qui va essayer de rendre un hommage mérité à un joueur. Ça peut être un élément déclencheur, mais là on est à pratiquement un an, pratiquement un an de la Coupe du Monde si on parle du Portugal. Donc s'il y a du temps peut-être pour cicatriser toute cette douleur, parce qu'il y en a beaucoup, les joueurs sont affligés. Rappelons qu'il y a juste quelques semaines ils remportaient un titre ensemble, ils étaient tous là en bonne santé, tout va bien, et puis un beau matin ils voient que le joueur est parti, et rappelons que les circonstances ne sont pas aussi ne sont pas belles à regarder, en tout cas à l'œil nu, et donc il faudra cicatriser tout ça et se remettre la tête à l'endroit et repartir de l'avant, et pour les joueurs de Liverpool, mais aussi pour le Portugal. En tout cas, vainqueur de la Première Ligue avec les Reds qu'il avait rejoint en 2020, Jota a été formé à Paços de Ferreira et était auparavant passé par l'Atlético de Madrid, le FC Porto et Wolverhampton, et c'est justement avec les Wolves qu'il avait rejoint définitivement en 2018, après avoir été prêté un an par l'Atlético, que sa carrière avait décollé. Là, il nous dit au revoir, en tout cas que son âme repose en paix. On va marquer une courte pause et on va revenir derrière pour parler de Ligue 1 guinéenne.
retour dans ce studio, du moins, mais nous sommes regardés aussi à la télé sur Kavi TV, mais aussi sur la page Facebook Kavi TV. Il est l'heure de faire le bilan de la saison sportive 2024-2025 de la Ligue 1 guinéenne, Guico Press. Alors, on va commencer avec vous. Quel bilan faites-vous en général, d'abord, avant de commencer, de cette Ligue 1 guinéenne? Saison épique, très disputée, très âpre et qui s'est couronnée par le succès mérité du Orea Athletic Club de Conakry. Allez-y, John. Disons, ce qu'on avait vu lors des 2-3 premières journées s'est confirmé au fil de la saison. C'est-à-dire, il y avait un nivellement de niveau entre les équipes. Entre guillemets, les derniers pouvaient battre les premiers, mais au final, les plus méritants, ceux qui ont construit avant le début de la saison, ont fini par remporter ce championnat-là. C'est le Orea qui était en reconstruction depuis maintenant 2 saisons ou 3 et qui commence à tirer le bénéfice de ces sacrifices-là. C'est ce qui est arrivé à travers la saison. Mais bon, il y a d'autres éléments dont on parlera après. Les surprises, des satisfactions et même des déceptions. Alors on va commencer, on va rester avec vous, on va parler des performances. On va commencer par ce Orea-là. Vous étiez l'un des partisans qui disait que le Orea n'avait pas une politique sportive bonne, mais aujourd'hui, on peut dire le contraire. Non, pas cette année. C'est-à-dire, on disait que ce qui a été fait sur les 10 dernières années aurait pu être fait différemment. Je crois que le président lui-même, c'est ce qu'il a compris. Il a changé de fusil d'épaule. Il a compris qu'il faut revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est la formation. Et il a, je crois, ramené beaucoup de force à ce niveau depuis 3-4 saisons. Et c'est ce qui a payé cette saison. Et on va espérer que cela continue la saison prochaine en compétition africaine pour que les autres équipes puissent s'en inspirer, parce que c'est l'avenir du football, la formation. On peut avoir de l'argent à un moment, acheter beaucoup de grands joueurs, mais si ça ne rentabilise pas, c'est-à-dire si vous ne générez pas l'économie autour, vous ne pouvez pas pérenniser cela. Et c'est ce qui est arrivé au Royal les années antérieures. Ils ont tiré les leçons et aujourd'hui ils repartent de l'avant. On va espérer que ça porte fruit en Afrique et que ça inspire d'autres équipes. Champion de Guinée 2024-2025, est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous attendiez l'Orea champion de Guinée avec que des académiciens? Bon, si on se fie à la première partie de saison, je pouvais dire oui, mais avant le début de saison, je ne pouvais pas parier sur un Orea champion de Guinée cette saison. Déjà, après 2 saisons pratiquement loupées de ce club, mais j'ai envie de dire, pour moi, la politique de gestion n'était pas totalement mauvaise parce que donc vous n'êtes pas d'accord avec Jean? Le Orea parvenait quand même à faire des résultats et sur le plan national, même dans les campagnes africaines. Au moins, ils se sont hissés une fois en demi-finale de la Coupe CAF. Et ça, c'est un fait qui n'est pas anodin. Donc, pour moi, il suffisait juste de corriger quelques petites parties pour pouvoir un petit peu pérenniser là-dessus. Maintenant, ils ont su également se remettre en question parce qu'il y a eu des problèmes financiers. C'est pas venu, l'idée de se baser sur le centre de formation n'est pas venue directement. Il y a eu des faits, donc ils ont finalement décidé de se tourner vers la formation. Aujourd'hui, ça donne fruit et on est peut-être content pour eux. Maintenant, à voir si ça sera sur une continuité, parce que c'est vrai, cette saison, ils ont réussi à tenir tête à pratiquement toutes les équipes à terminer champions. Maintenant, ils seront sur 2 ou 3 tableaux la saison prochaine, notamment en Ligue des Champions, en championnat, mais aussi la Coupe. Ça veut dire qu'on aura besoin d'un effectif beaucoup plus large pour voir ce que vaut cette équipe. On verra. Maintenant, globalement, je ne suis pas surpris parce que le Orea, ça reste un très grand club. Comme je l'ai dit depuis, c'est un club historique. Donc pour moi, aucune surprise. Ils ont mérité le titre de champion cette saison. Alors, on peut dire que ça y est, le Orea est de retour. Oui, ce qui est sûr, le résultat le prouve qu'ils sont de retour. Ils ont misé sur une nouvelle politique sportive qui
a commencé à payer avec ce championnat-là et oui, ils sont de retour. Maintenant, le véritable retour du Oroya, en tout cas, je sais que les ambitions affichées, c'est d'aller très loin en compétition africaine et c'est de là qu'on va juger un peu la viabilité de ce nouveau projet-là. Et c'est tout le bien qu'on peut les souhaiter et c'est tout le bien qu'on souhaite au football guinéen. Si on peut y arriver à ce niveau-là, c'est l'Oroya. C'est l'Oroya. En tout cas, sur les 10-15 dernières années, c'est le seul qui nous a permis d'atteindre les sommets dans cette compétition. Donc, on mise sur eux. Il y a 1 ou 2 joueurs qui ont cette expérience-là, qu'ils devront transmettre. Et les jeunes doivent suivre les traces des anciens pour nous fournir un excellent parcours dans la compétition africaine. L'entraîneur malien est en train de faire tout de même un boulot exceptionnel. Il faut qu'on en parle dans cette équipe du Oroya. Non, mais clairement, nous, Gianni, le crédit lui revient totalement parce que c'est un entraîneur qui connaissait pas totalement le football guinéen, mais c'est un entraîneur qui a du caractère, qui a du vécu et qui a de l'expérience. Il s'est bien entouré également parce que on voit souvent l'entraîneur comme le premier responsable de tout ce qui arrive à une équipe. Quand ça va mal, on lui pointe de doigt. Quand ça va bien également, on a droit de dire mais il y a toute une équipe autour de lui, tout un travail qui est en train d'être fait de ce côté. Il y a également les joueurs qui ont accepté d'adhérer à son projet de jeu. Il a eu la confiance également de l'administration du club. Ça veut dire que c'est tout un groupe qui s'est remis en question et qui a accepté de travailler ensemble. Et dans le football, ça trahit pas. Quand on observe dans la même direction, le plus souvent, soit on échoue tous ensemble ou on réussit tous ensemble. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Oroya. Et nous, Gianni en est l'un des véritables j'ai envie de dire protagoniste de ce succès. Vous êtes d'accord avec lui qu'il est le vrai protagoniste de ce succès? Non, je retiens un mot, la rigueur. C'est extrêmement important. Je crois qu'il a ramené cela. Nos footballeurs ne manquent pas souvent de talent. Ce qui les manque, c'est le côté rigoureux dans leur carrière et dans ce qu'ils font au quotidien. Et c'est ce qu'il a ramené dans ce groupe très jeune, encore une fois. Il y a quelques expérimentés, mais la plupart est très jeune et il fallait miser sur la rigueur, sur l'esprit d'équipe et sur le travail. Et c'est ce qu'il a ramené dans cette équipe. Moi, je loue à la fois les dirigeants qui ont accepté de revoir la politique sportive et de miser sur les jeunes et lui qui a réussi à condenser tout cela, à permettre à ce que la mayonnaise puisse prendre et à remporter un titre. Donc, c'est à mettre à son actif. Comme il a dit, on a l'habitude de flinguer les entraîneurs quand ça ne marche pas et c'est important de saluer aussi leur travail quand ça gagne parce qu'ils font partie de l'équation quoi qu'il arrive. Par contre, le AFIA, lui, stagne dans la 2e place. Une différence, 2 points exceptionnels avec l'Oroya, 14 points. On ne s'attendait pas à ça tout de même. C'est trop. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est quand même le AFIA. Un club comme qui n'a pas connu une crise financière il y a beaucoup d'années cela, qui a ses infrastructures comme l'Oroya, mais qui a un plus que l'Oroya aujourd'hui, un gros budget plus que celui du Oroya. Mais c'est tout le contraire du Oroya. Ce AFIA Football Club, on disait tout à l'heure que le Oroya c'était le club qui investissait le plus il y a des années, mais le Oroya parvenait tout de même à se maintenir à un niveau constant en championnat. Ils étaient pratiquement champions toutes les saisons, ils étaient dans les compétitions africaines, ils parvenaient également à faire des résultats. C'est tout le contraire avec le AFIA. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, on investit, il y a un stade, il y a une infrastructure autour du club. Malheureusement sur le terrain ça donne pas beaucoup, on se demande pourquoi, mais peut-être que ce succès cette saison, le championnat qu'ils ont eu parce qu'ils ont été challengés, ils ont même failli perdre la 2e place parce qu'il y avait un autre club derrière qui poussait beaucoup et qui leur mettait beaucoup de pression. Ils n'ont pas su même concurrencer le Oroya pour le titre cette saison. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Voilà, on le disait tout à l'heure du côté du Oroya, on parlait de nous, Gianni. Beaucoup de personnes tombent déjà sur l'entraîneur du AFIA cette saison, comme quoi ce serait le véritable problème du club. On le disait tout à l'heure, quand ça marche pas, souvent on tombe sur les entraîneurs. Il faut couper une tête. C'est peut-être que l'administration va revoir de ce côté ce qu'il faut, mais il faudrait qu'il y ait forcément une très bonne politique également de ce côté. Il faut enseigner aux joueurs cette culture de la gagne, parce que on a beau avoir une très belle équipe, de l'argent, des joueurs, sinon le Paris Saint-Germain n'aurait pas mis presque 12 à 13 saisons avant de remporter la Ligue des Champions. Il y a aussi Manchester City. Ça veut dire que l'argent ne fait pas tout, il faut mettre d'autres ingrédients autour pour pouvoir
être performant. Et en tout cas, c'est ce que nous on souhaite, qu'il y ait beaucoup plus d'adversité, de la concurrence dans le championnat. Ça y va pour le niveau du football guinéen. Je parle de City, pas de United, hein. C'est différent. C'est pas la même chose. Ce sont des attaques, mais des attaques justifiées. Je le dis encore une fois. Alors on va revenir vers vous. Vous avez le AFIA vous a jamais séduit? Non, écoutez, ils n'ont pas digéré leur saison de champion. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont été champions, c'est comme s'ils avaient atteint tous les objectifs et je n'ai pas vu une équipe qui s'est réinventée. Parce que quand vous jouez, alors que vous n'avez pas l'habitude de gagner, les adversaires vous observent différemment. Mais une fois que vous avez gagné, donc, vous êtes maintenant considéré comme un grand et on défend différemment face aux grands et on se prépare différemment. Et à partir du moment où ils ont été champions, ça n'a pas trop donné. L'année dernière, ils ont été en concurrence jusqu'au bout avec l'Omilo et ça n'a pas marché. Et cette année, ils ont continué dans la descente. Ils n'ont pas progressé entre le titre de champion et maintenant. En compétition africaine, ils ne sont pas allés très loin. Donc, et je suis plutôt déçu parce que il y a un budget conséquent, il y a un effectif, en tout cas lorsqu'ils étaient champions, un effectif qui semblait tenir la route. Et après, il y a eu des recrutements, mais ça n'a pas progressé. Est-ce qu'il faut questionner la politique globale ou questionner les coachs qui se sont succédés? Mais quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. S'il y a de l'argent, vous pouvez recruter qui vous voulez. Si les résultats ne suivent pas, oui, le premier à cibler, c'est l'entraîneur naturellement. Mais bon, peut-être qu'il faut aller au-delà. Il y a cet esprit de compétitivité peut-être qu'il faut inculquer à ces joueurs-là parce que, par exemple, un jeune du Oroya, quand il commence à jouer, il se souvient qu'il y a 5 ans, 10 ans, l'Oroya a gagné tous les ans le championnat. Donc, il sait que le premier objectif, c'est de gagner ce championnat-là. Peut-être qu'il faut ramener cet esprit des années 70 et 80 aux joueurs du AFIA pour qu'ils se rendent compte que oui, ce club a une véritable histoire et qu'il faut savoir la préserver. Et pour ce faire, il faut gagner. Et il ne faut pas gagner seulement au niveau national, il faut aller sur le continent. Et il y a un travail de fond à faire de ce côté, à mon avis. Alors, la surprise de ce championnat, c'est l'Ashanti Golden Boy qui termine 3e, qui va être aussi africain. 4e. Hein, oui. Renaissance, c'est Renaissance qui est 2e. Oui. Renaissance, je voudrais m'appuyer 3e. Renaissance qui est 3e. C'est Renaissance qui est 3e. Je me suis trompé. C'est la surprise pour beaucoup de personnes. Hein, la Renaissance qui va être africain la saison prochaine. On va commencer par vous. Oui, ils vont jouer les campagnes qualificatives pour la Coupe CAF, je crois bien. La Coupe CAF. 3e avec 43 points, à 2 points seulement du deuxième. On a vu, on en parlait d'ailleurs à mi-saison, on disait que est-ce que la Renaissance FC était capable de créer la surprise cette saison. On a vu que plus ça avançait, ils ont commencé un petit peu à rentrer dans le rang, mais ils ont su revenir pour terminer très bien la saison. Il y avait un combat parce que quand le Oroya s'était détaché en tête du classement, il fallait maintenant se battre pour la 2e place. Et malheureusement, ils ont été dévancés de peu par le AFIA, mais ils ont su rester derrière pour rester devant l'Ashanti Golden Boy. Ce sont des clubs surprises. On parle de Renaissance, l'Ashanti également. Ce sont des équipes cette saison qui ont crevé un petit peu les yeux et qui ont montré de quoi ils sont capables. Ça a même mis un petit peu de goût au championnat parce qu'ils ont fait quand même des résultats face aux gros. Je me rappelle de ce match Renaissance-Oroya. Donc, on les attend maintenant parce que après avoir réussi une saison, comme l'a dit John tout à l'heure, il faut de la continuité, il faut une constance et on va voir maintenant ce que vaut cette équipe parce que déjà avec ce qu'ils ont montré cette saison, ils seront observés différemment la saison prochaine. À eux maintenant de continuer sur cette lancée et de se maintenir au plus haut niveau. Allez-y, rapidement sur la Renaissance parce que pour moi c'est une surprise. Hein. Oui, c'est une surprise, mais c'est une satisfaction de voir une équipe qui s'est construite petit à petit arriver ici à ce niveau-là. Et c'est important et c'est une équipe qui a été constante à partir de la deuxième partie de la saison. Elle a repris du poil de la bête et elle a enchaîné les bonnes performances. Donc il faut saluer cela. On recevait il y a quelques semaines, il y a quelques semaines, leur coach qui
caché l'objectif naturellement. Pour lui, c'était le maintien, mais on comprenait naturellement qu'une qualification africaine était possible, mais il a caché plutôt son jeu jusqu'au final. Mais le plus important, c'est le résultat. Ils sont africains. Oui, c'est comme ça, oui. Non, mais c'est le premier objectif, naturellement. Mais ils sont africains et c'est important de saluer une telle performance. Mais je n'oublie pas des équipes qui ont tenu, disons, la concurrence pendant, en tout cas au début de la saison. Je vais parler de RCC Kamsar, etc. Donc, il y a des équipes surprises. En fait, ça prouve ce qu'on disait au début. Il y a un nivellement des niveaux entre les équipes. Les premiers peuvent être battus par les derniers. Et ça nous a suivi jusqu'à la dernière journée pratiquement. Sauf qu'il y avait le Oroya qui était un pan au-dessus de tout le monde et qui a pris les devants. On parle de Renaissance, on parle d'Ashanti Golden Boy, mais il y a aussi des équipes qui nous ont surpris dans cette longue bataille pour se maintenir dans cette Ligue 1. Il y a aussi RCCK, il en parlait, le RCC Kamsar qui était promu, qu'on attendait la saison compliquée, difficile et tout ça, mais ils ont réussi à terminé sur le Big Four, on peut le dire comme ça. Oui, 5e du classement, c'est déjà une très grosse réussite pour ce club de Kamsar, un club promu. D'ailleurs, on a vu la fin de saison qu'a connu l'Académie Foot Elite par exemple, qui était l'autre club promu également. Mais ils ont effectué une très belle saison, ils se sont battus jusqu'au bout. Mais ce qui montre un petit peu le niveau, comme vous l'avez dit, de ce championnat, c'est qu'à partir de la 5e place jusqu'à la 13e place, il y a 6 points qui séparent les équipes. Ça montre clairement le rapprochement qu'il y a entre les équipes. Une saison un petit peu, peut-être on en parlera tout à l'heure des déceptions également, mais pour moi, la plus belle surprise de cette saison, c'est le RCCK, parce que c'est une équipe surprise qui a su maintenir un très bon niveau et terminer 5e du classement. C'est tout sauf anodin. C'est tout sauf anodin. C'est le RCCK promu, qu'on attendait être battu par tous les clubs de la Ligue 1. Mais il y a le RCCK. Il ne faut pas peut-être aussi oublier l'Ashanti. Il ne faut pas oublier aussi l'autre club de Kamsar. L'Ashanti Golden Boy, c'est un club. Ce sont des clubs un petit peu constants du championnat. L'autre club de Kamsar, le CIK, c'est un club constant du championnat. Le RCCK, c'est pas la même chose, mais qui ont, naturellement, ce n'est pas le même niveau, mais qui ont l'habitude de souffrir, qui cette année n'ont pas souffert comme les saisons précédentes. Qui ont l'habitude de souffrir beaucoup, mais cette année, bien sûr, n'ont pas souffert comme les années précédentes, mais le RCCK, c'est pas le même niveau. Surtout que ce RCCK-là a été premier pendant quelques journées du championnat. C'est ce qui un peu ramène du punch à ce qui a été fait au cours de la saison. Et au début de la saison, peut-être que je le disais, moi j'ai toujours aimé voir les équipes de l'intérieur du pays être champions. Et moi, je m'attendais à ce qu'une équipe de l'intérieur puisse tenir jusqu'au bout. Lorsque RCCK était en haut, tout le monde ne croyait pas et moi je me donnais des illusions de les voir aller au bout. Ça pouvait faire un joli Leicester. Ça pouvait faire un joli Leicester. Si ça avait fait une bonne deuxième partie de saison. Je crois qu'ils ont fait les matchs allés, ils étaient bien, mais c'est au niveau des matchs retour qu'ils ont reculé et ça n'a pas pardonné parce que c'est à partir de là que les Gazelles ont démarré véritablement. L'Oroya a pris les devants et est parti et le Afia ne pouvait pas se permettre aussi de prendre trop de retard. Il y avait l'autre surprise, Renaissance, qui a surpris tout le monde, qui a fait un sprint dans la deuxième partie de la saison. Un sprint et a dépassé tout le monde pour se hisser au niveau de la 3e place. Mais il ne faut pas minimiser naturellement ce que ce club-là a fait. Vous savez, quand on est promu, le plus important d'abord, c'est de se maintenir. Quand on se maintient, on réussit à être dans la première moitié du tableau.
c'est une grosse performance. Et terminer devant le club rival, le CIK, c'est aussi... Terminer devant le champion en titre également. Clairement. Il y a aussi Guinée Foot Elite qui s'est maintenu dans ce championnat. Là aussi, difficilement. C'est énorme. Même si c'est difficile, ils ont réussi tout de même. Ou on va parler d'une équipe normalement qui devait se maintenir, qui ne s'est pas maintenue. On va parler de la Flamme Olympique, mais ils avons Foot Elite tout de même. Oui, ils ont fait un très bon début de saison. On voyait une équipe beaucoup plus très séduisante avec le coach Camus qui effectue un bon travail, mais on a vu coach Camus. Et plus le temps avançait, on a vu cette équipe un petit peu rentrer dans le rang et elle s'est sauvée pratiquement lors des 2 dernières journées. 31 points à 1 point seulement du premier relégable. Ça veut dire qu'ils ont eu très chaud l'équipe de Fodé-Montsaré. Donc moi j'étais très séduit par le jeu en début de saison parce que c'est une équipe qui était enthousiaste, une équipe un petit peu insouciante qui jouait, qui lâchait tout. Ils ont même occupé la 5e place pendant 2-3 journées. Malheureusement, le début de seconde partie de saison leur a été un petit peu fatal. Ils ont enchaîné quelques contre-performances qui leur a coûté leur place en première partie de tableau. Et la réussite, c'est de se maintenir. Déjà, pour un club promis, ils ont réussi et tant mieux pour eux. La déception, j'ai dit les parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a tellement. On a d'abord le Milo, CI Kamsar et le Wakria. On les attendait au moins dans le Big Five, mais on les trouve un peu plus en bas. Mais quid de la Escaloum. J'oublie la Escaloum. Et plus la Escaloum, monsieur. Pardonnez, et plus la Escaloum. On a beaucoup de déceptions parce que moi je suis déçu de la descente de Sort, qui, moi, m'a émerveillé en compétition africaine lorsqu'ils étaient partis, contrairement au AFIA. Malheureusement, et voir cette équipe descendre me fait un coup au moral. Mais cette équipe de Flamme aussi, redescend. Il y avait beaucoup d'espoir qui étaient placés en eux. Ce n'est pas mal, je crois que... pourtant, un gros investissement sur cette équipe. Il n'y a pas eu de constance. C'est-à-dire, on avait du mal à comprendre quel est véritablement le niveau de l'équipe. Elle arrivait à faire des bonnes performances face à certains gros et faire des performances inexplicables face aux petits. Et ça a donné ce que ça a donné. La preuve, ils ont, disons, une différence de but de -2, alors que juste en haut, l'équipe qui s'est sauvée a une différence de but de -12, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été là au moment où il fallait être là. Et c'est malheureux, ils vont devoir reconstruire pratiquement depuis la base, parce que quand on descend, on perd quelques éléments, et pour essayer de remonter très rapidement. Mais cette équipe de Foot Elite aussi, il faut saluer le travail dans l'ombre de Fodé-Montsaré, qui fait quelque chose d'énorme avec cette équipe, avec peu de moins, on le sait, mais un travail de fond, il faut saluer cela. Et si beaucoup les anciens internationaux faisaient de même, peut-être que notre championnat aurait un meilleur niveau. C'est comme ça. Flamme Olympique, on va parler aussi de Wakria, la Escaloum, comme vous m'avez rappelé, et le Milo. Ils sont dessus dans ce championnat tout de même. Pratiquement toute la seconde partie du tableau a déçu, voilà, parce que ce sont des équipes naturellement qui devraient être dans la première partie du classement. Malheureusement, si on va commencer par le Milieu FC qui a terminé 7e champion en titre, on avait même eu peur à un moment donné de la descente en deuxième division, tellement c'était mal parti pour cette formation. Mais voilà, comme on le dit, quand on est champion, parfois l'orgueil également qui est là. Ils ont su se redresser au bon moment, c'est-à-dire les 3 dernières journées du championnat. Ils ont enchaîné des victoires. D'ailleurs, une victoire cinglante face à l'Académie Foot Elite, 5-2 ou 3, quelque chose comme ça. Et donc, ils sont parvenus à se hisser un petit peu, terminer 7e. C'est une déception parce que c'est un club champion en titre, mais l'objectif a été atteint, parce que si on se fie au début de saison et même en milieu de saison, c'était pas du tout joué pour cette équipe de Milo FC. Et pour ceux qui est du Wakria, peut-être ils vont se consoler avec l'attaquant Moussa Moïse Camara, qui a terminé meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations.
pour moi, c'est le seul qui a un petit peu montré le véritable niveau cette saison. Et également, ils étaient à la porte de la relégation. Mais quand on a un attaquant qui vous plante 14 buts quand même dans une saison, c'est possible que vous vous mainteniez. Maintenant, l'AS Kaloum, ma plus grosse déception, c'est ce club. Pour moi, un club aujourd'hui qui joue le Classico chaque saison avec le Oroya, qui termine champion, et l'AS Kaloum qui termine 9e avec seulement 32 points, 2 points d'avance sur le premier relégable. C'est une grosse déception et c'est ce club qui se permet quand même de célébrer le maintien sur les réseaux. Il n'y a plus de Classico. Il n'y a plus de Classico en Guinée. C'est comme en Angleterre, Manchester United, Manchester City. Non, Manchester United, Liverpool, c'est le grand classique, mais parfois on arrive à la surprendre, sauf que il n'y a pas de surprise. L'AS Kaloum, on ne voit plus rien depuis très longtemps. Par contre, en Espagne, le Classico, la saison prochaine, ça va tourner en faveur de ces... Voilà, on s'arrête là. Maintenant, on va parler de l'organisation et on va s'intéresser à cette ligue guinéenne. Comment vous avez trouvé l'organisation en global? Oui, en début de saison, on avait reçu ici, je crois, le secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il y avait beaucoup d'annonces qui ont été faites. Et, donc, on sait comment la saison a débuté. Il y a eu des semaines de retard. Les équipes ont réclamé des arriérés non payés. Je crois qu'une partie a été payée. Il reste toujours les arriérés. Mais l'autre partie reste encore. Et il y a beaucoup de problèmes. Peut-être que ce n'est pas seulement lié à la Ligue guinéenne de football professionnel, mais il y a beaucoup de problèmes. En tout cas, il y a des équipes qui parlent beaucoup d'arbitrage. Pour certains, les arbitres ne sont pas suffisamment équitables entre les équipes. Ça se dit, ce n'est pas prouvé pour le moment, mais bon, ça se dit, il faut peut-être revoir à ce niveau. Il y a des problèmes administratifs. Il y a quelques reports de matchs aussi. Qu'on enregistre juste à la veille des rencontres, qu'il faut peut-être revoir à la longue, parce qu'il y a des équipes qui se déplacent, que pour elles c'est beaucoup d'argent. Si on reporte à quelques jours ou à quelques heures la rencontre, ça joue sur l'économie. Et peut-être le problème, le néo-gordien du problème guinéen, peut-être africain, c'est les problèmes infrastructurels. Rares sont les clubs qui ont des stades qui puissent recevoir un match de championnat. Il faut peut-être que l'État s'implique à travers la Ligue guinéenne de football professionnel. Au début, on disait qu'il n'y est pas dit forcément que la Ligue va tout mettre en place, mais elle peut mettre un cadre et accompagner les équipes pour se professionnaliser. Il n'y a pas une billetterie. Carrément, rares sont les équipes aujourd'hui qui peuvent se permettre de vendre des billets, des billets de match quand elles jouent. Et ça aide beaucoup, et les équipes pour ne pas seulement compter sur la subvention en début de saison. Même question pour vous. Non, pour moi, le championnat a été... La réussite, c'est sur le terrain qu'on a vu. C'est pratiquement les mêmes problèmes toutes les saisons, des reports de matchs comme il a dit, on parle souvent des cas d'arbitrage. Déjà, c'est pour moi un fait très important qu'il faudrait revoir. Ce problème d'arbitrage. Parce qu'il faut déjà qu'il soit équipé, il faudrait également qu'ils soient aussi bien payés, ce qui pourrait les empêcher d'être un petit peu pris par la corruption, parce que ça c'est un donc il y a des arbitres corrompus en Guinée. Non mais ça se passe, on le sait clairement. Je pense que ça se passe au niveau de certains clubs qui vous en connaissez Oui, mais je vais pas donner de nom, mais ça c'est clair, je vais pas donner de nom, mais je pense qu'il y en a, et ce sont des faits qu'il faudrait forcément revoir de ce côté. Il faut qu'il y ait une très bonne organisation, comme il l'a dit. Il faut équiper les arbitres. Il faudrait que les clubs également aient leur propre stade, parce que vouloir organiser des matchs quand même de championnat professionnel, si on veut avoir un très bon niveau, de très bons résultats, même à la longue, pourquoi pas pour nos équipes nationales, peut-être on va même en parler tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait une très bonne infrastructure autour du football global pour que nous puissions aller. Mais sur le terrain, je dirais que c'était une réussite, même s'il y a encore plusieurs choses à corriger au niveau sur le plan administratif. Alors quelles leçons tirées
dans l'année 2024-2025, hein, je me perds un peu. Il faut régler les arriérés très rapidement maintenant, pendant la pause, et ne pas attendre en début de saison pour que les équipes disent encore qu'elles ne vont pas débuter tant que les arrières ne sont pas payés. Ça, c'est la première chose à faire. Et il faut continuer à accompagner les équipes à se professionnaliser pour rendre un peu plus notre championnat attractif. Rares sont les matchs qui sont capables de mobiliser des gens, et c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas un travail de fond qui est mené derrière pour professionnaliser tout cela. On s'est dit un championnat professionnel, mais en vrai, réellement, ce championnat n'est pas professionnel. Il faut aller vers cette professionnalisation, et la formation doit aider l'accompagnement, et ainsi de suite. La Ligue guinéenne a son rôle à jouer, le ministère a son rôle à jouer. Il faut conjuguer les efforts pour régler cela et aller vers une amélioration. Alors, les droits TV aussi, hein. On en parle, ça doit exploser en Guinée, parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Si on parle de droits TV, on parle d'infrastructure. Pour qu'il y ait des droits TV, il faut une très bonne image également à vendre, et c'est ce qu'il en parlait tout à l'heure. Pour moi, déjà le fait faut des terrains et non des champs de patates. Voilà, pour disposer, on a des pelouses. Mais pour disposer du public, il faudrait forcément de très bons terrains, des stades attractifs qui appellent même des touristes, parce que vouloir être dans un stade pour vivre un match, ce n'est pas que regarder la pelouse et les joueurs, mais il y a tout un système autour. Donc il faudrait mettre beaucoup d'infrastructures en place, et peut-être après on parlera de droits TV, mais pour l'instant je pense qu'il y a beaucoup de bases qu'on doit mettre déjà en place. Alors on va continuer cette émission. Maintenant on va parler du Sili national local et du CHAN dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Énergie 2024. Notre équipe locale affronte le Sénégal en match amical le 4 et 7 juillet 2025 à Dakar. Le sélectionneur du Sili national local, Souleymane Camara, a fait appel à 26 joueurs. Cette double confrontation. Et on va donner cette liste rapidement. On a 5 minutes pour en parler. Pour les gardiens, les retenus sont Ousmane Camara de la Flamme Olympique, Mori Keita, Afia FC, Sekou Salifou aussi là du Orea. Les défenseurs, Cabinet Kouyaté du Afia FC, Bourlaï Camara, Milo FC, Bangali Sissé, ASM Sangaredi, Ibrahima Nunke Kaba, Orea AC, Mohamed Bouké Camara, c'est comme ça. Mamadi Mara, Orea AC, Mohamed Bangoura, ASM Sangaredi, Mohamed Diabaté, Afia FC. Les milieux de terrain, Ousmane Drami, Afia FC, Lansana Silla, Orea AC, Alassane Bangoura, Milo FC, Mohamed Bangoura, Afia FC, Mohamed Madani Diara, Sag de Sigiri, et Salifou Kamara, Afia FC, Isiara Bangoura, Renaissance FC, Ibrahima Souri Sankon, AS Kaloum. On va continuer avec les attaquants. Yagouba Nyanya Bari, on attendait Yagouba, dans cette liste il est là. Orea AC, Cheikh Bourouane Kamara, RCC Kamsa, vous avez parlé de cet attaquant. Aboubakar Bachir Bangoura, Milo FC, Sekou Damaro Bangoura, Renaissance FC, Aboubakar Kanase Kamara, Sei Kamsar, Ismaël Kamara, Orea AC, Mohamed Lamine Youla, Renaissance FC. Alors Guian, comment vous trouvez cette liste pour affronter le Sénégal? À vue d'œil, globalement, les équipes qui ont performé semblent être représentées dans cette équipe, même si certaines équipes semblent être plutôt favorisées devant d'autres. Mais bon, c'est toujours comme ça. Une sélection est toujours décriée. Et le plus important, en tout cas pour moi, c'est le résultat final, c'est le rendement collectif. Et aujourd'hui, cette équipe doit faire quelque chose pour la prochaine compétition. On ne compte que sur elle pratiquement pour nous ramener quelque chose l'année prochaine. Et Abedi connaît beaucoup de ce joueur-là. Il est habitué à ces joutes africaines et il faut compter sur lui. Mais là, un match amical, je me demande pourquoi jouer 2 matchs amicaux face à un même adversaire, ça servirait à quoi? Ça reste la Guinée. Oui, j'aurais aimé voir peut-être, parce que l'idée, c'est de tester notamment son collectif face à un autre collectif. Un match peut suffire parce qu'il se pourrait qu'il affronte la même équipe lors du CHAN. Donc, il faudrait peut-être choisir un autre adversaire avec d'autres qualités pour se préparer. Oui, naturellement, se mesurer au meilleur. Ouais. Peut-être après se mesurer à une autre équipe qui pratique un autre football, un autre système, afin de mieux se préparer. Mais encore une fois, on laisse à la discrétion du coach et de l'équipe d'encadrement. Ce qu'on veut, c'est un bon résultat. Comment vous avez trouvé la liste? Moi, ma plus grosse surprise, c'est l'absence du meilleur buteur du championnat, Moussa Mouy.
Moïse Camara, l'attaquant du Wakria AC. Je comprends pas pourquoi il figure pas. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y a également le deuxième meilleur buteur du championnat. Mais comme on l'a dit, ça reste des choix du sélectionneur. Mais on imagine qu'une liste qui sort à quelques mois ou quelques semaines du début du CHAN, une liste, même juste si à la fin du championnat. Oui, même si c'est pour un match amical, mais on imagine c'est presque l'équipe définitive qui est là, parce qu'après ces matchs de préparation, on aura droit juste qu'à quelques semaines avant le début de la compétition. Donc pour moi, l'absence de ce joueur, je me pose des questions. Comment et pourquoi il n'est pas sélectionné? Parce qu'il n'est pas blessé. Il a d'ailleurs planté un doublé lors de la dernière journée du championnat. Mais à voir ce que ça va donner, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a eu une conférence de presse pour expliquer tout cela? Une conférence de presse, que ça vienne ou pas, ne vous pressez pas, ça reste incompréhensible. Il ne figure pas ne vous pressez pas sur cette liste, qui plus est de 26 joueurs. Vous ne pouvez pas m'expliquer c'est une liste élargie. Oui, en plus, des mecs comme Ibrahima Sori-Sankon, j'ai rien contre la personne, mais le grand retour, c'est Ibrahima Sori-Sankon. Rapidement. Avoir la liste, on semble... Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. On croit qu'il a privilégié l'expérience. Sankon, on est dans les années passées, on croit qu'il peut revenir à son meilleur niveau. Et même pour Nyanya, j'imagine que pour l'attaquant, peut-être, je ne sais pas quelle explication il va donner, mais il a privilégié l'expérience de Nyanya face à la jeunesse du meilleur buteur du championnat, qui peut être incompréhensible pour beaucoup de personnes. On va s'arrêter là. Vous donnez votre carton rapidement avant de clôturer, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai pas de carton. Allez-y. Disons une pensée à toutes ces personnes pour le décès de Jota, et tous ceux qui aiment le football, qui ont pensé à lui, à tous les fans de Liverpool et du Portugal, qui reposent en paix. Et qui reposent en paix. Diogo Rota, un carton vert à l'ensemble de la technique, de la régie, mais aussi la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. Je retrouve demain à partir de 8h00 dans l'émission Tour d'Europe.